Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 4 novembre 2019. Alors, j'accepterai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Je demanderai à M. le directeur général de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 7 octobre 2019. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 28 octobre 2019. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Donc 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du 4 novembre 2019. Point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, municipalité de Saint-Siméon, problématique de droit de passage en motoneige. 7, administration. 7.1, adjudication pour le financement par billet d'un montant de 2 598 000. 7.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 598 000 qui sera réalisé le 18 novembre 2019. 7.3, offre de services mallette, audit des états financiers consolidés de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean pour l'exercice financier 2019 ainsi que les organismes faisant partie du périmètre comptable. 7.4, entente avec le service conseil en rénovation patrimoniale, la SARP 2020, 2021, 2022. 7.5, RREMQ, taux du volet à cotisation déterminé 2020. 7.6, nomination d'une deuxième personne au niveau du conseil pour signature des chèques et effets bancaires. 7.7, mandat de représentation à la Cour des petites créances, le dossier 150-32-701-021-194. 7.8, appui à la MRC du Fjord du Saguenay dans le cadre de son plan de développement de transport durable. Point 8, travaux publics. 8.1, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. 8.2, chemin de tolérance 2019-2020. Au point 9, urbanisme. 9.1, demande d'agrandissement 13 rue de Villefort, M. Sébastien Savard et Mme Catherine Bélanger. 9.2, demande d'affichage transport adapté. 9.3, évaluation du sondage sur les toits de tôle. Point 10, sécurité publique. 10.1, adoption du plan de mesures d'urgence de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et nomination du coordonnateur des mesures d'urgence. Excusez-moi. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, centre communautaire, la petite école, demande de réfection de l'escalier de secours du centre culturel du presbytère. 11.2, club de motoneige du Fjord, demande de droit de passage. 11.3, maison des jeunes du Bas-Saguenay, politique d'aide aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 11.4, appel de projet du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021. 11.5, réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au point 12, varions, on n'en a aucun actuellement. Point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Mme Chloé-Bonnette, appuyée par M. Éric Thibault. On sera rendu au point 3, en fait 3.1, qui est la dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 7 octobre 2019. Je le propose. Alors, proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la extraordinaire du 28 octobre 2019. Je le propose. Alors, je vais aller à ma droite, M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. C'est le maire qui décide. 4. Lecture et adoption des comptes du mois. Monsieur le directeur général, c'est les comptes des paiements directs du 4 novembre. Oui. Alors, pour les paiements directs, on a l'essence pour les camions 816 et 21 et au niveau des pétroles ARL, là, ce qui reste là, au niveau du quai municipal, 14 222 et 40 pour un total de 15 038 et 61. Par la suite, au niveau des paiements de fournisseurs, on a un total de 71 503 et 24 qui se lit comme suit. Donc, Javel Bois-Franc 212 et 45 du chlore, Solugaz Inc. 138 et 9 propane, la caserne de pompiers. Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 85 $ congrès d'association. 91 38 68 47 Québec Inc. 846 et 16, donc faire déboucher un égout, le 69 chemin de Vébron.
Asphalte TDP 2002 Inc. 2178 et 77 des réparations d'asphalte. Association des plus beaux villages du Québec 1064 et 25 la contribution annuelle. BGM Informatique 25 et 85 création d'une adresse courriel. Annick Boudreau 220 et 50 frais de déplacement et repas. Victor Boudreau 259 et 20 des frais de déplacement. CDE Petit Saguenay 170 publicité le trait d'union. Comité touristique 1964 et 58 facture pour le pré-festival des fours à pain. Yvan Côté 342 et 20 frais de déplacement et de repas. Sabrina Dallaire 101 et 40 des frais de déplacement. Eurofin Environex 126 et 49 des analyses d'eau. Amiro Inc 86 et 14 des achats d'hiver. Éric Côté, Sable et Gravier, 5734 et 95, la location des conteneurs puis les transports là, par rapport au centre de tri. Formule municipale 99 et 37, des cartons pour les permis. Bureautique FTI 325 et 95, la papeterie, contrat de photocopieur et pour l'impression. Garage AMP mécanique 135 et 66, chaîne pour scie. Nordostello 7996 et 83, les travaux Saint-Jean-Baptiste, programme RIRL, c'était la surveillance des travaux. Gay Inc. 1103 et 76, les grues pour le quai. Gestion Pharma de Lance, 3 pièces et 16, produits ménagers. La Berge Guérin associé 2298 et 4 des travaux d'arpentage. La Montagne en Feu, 1902 et 41, publicité, activité Montagne en Feu, c'était dans le cadre là, du Festival des couleurs et du Festival des fours à pain. Manon Landry, 975, hébergement, logistique, coordination, l'Alte Gourmande et le Festival des fours à pain. Bernard Larouche, 213 et 5 des frais de déplacement. Lauréat Gagné, 2290 et 46 divers travaux. Jean-Guy Lavoie, 300 la construction du four à pain au presbytère. Le quotidien Progrès Dimanche, 117 et 96 la publicité. Godreau, Saucier, Simard, 2147 et 16 consultations pour divers dossiers. Alimentation PLD, 234 et 39 des achats alimentaires divers. Librairie Renaud-Bré, 244 et 18 des achats de volume de la bibliothèque. Yannick Limary, 300 le montage vidéo pour le Festival du four à pain. Éric Lunan, 135 et 36, achat de matériel pour le sentier multifonctionnel. Gilles McLean, 565, la réparation Achille en ski. MRC du Fjord, 11 145 et 41, la quote-part des déchets matières résiduelles septembre 2019. Madeleine Pelletier, 126 et 47, achat de bois pour le four à pain, excusez-moi, je suis en train de perdre mes mots, pour le festival. Pompe Saguenay, 597 et 87, pompe pour le quai municipal. Produit BCM limité, 584 et 77, le matériel pour le 136 rue Saint-Jean-Baptiste, la connexion du réseau. D'aqueduc. Tonte LG Pro Jet Saguenay, 307 et 50, lavage de fenêtres extérieures. Provo Sans Façon, Société d'évaluateurs, 2489 et 21, les services honoraires professionnels pour les terrains dans le cadre de l'assainissement des eaux usées. Centre de rénovation, 1006 et 76, divers achats. Encore, bon, le Festival des fours à pain. On a l'entrée d'eau de 136 rue Saint-Jean-Baptiste aussi. Service de sauveteurs, 1371 et 8, les services de sauveteurs de juillet. Après ça, SNC Lavalin, 18 772 et 28, les travaux pour l'assainissement des eaux usées. On parle d'études hydrologiques et géotechniques additionnelles qui a été fait. SPI Santé Sécurité Inc. 91 et 90, remplissage de bonbonnes. Anne Tremblay, 66 et 22, frais de repas et déplacement. Donc tout ça totalise 71 503 et 24. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est clair, oui. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Richard Perron, appuyée par M. Yvan Côté. Renouvellement des petites caisses, M. le directeur général. Oui, alors, pas grand-chose. Le renouvellement des petites caisses pour le bureau de poste. On parle de renouvellement 166 et 70, majoritairement des timbres. Après ça, pour le bureau municipal, un renouvellement de 166 et 85, là, diverses factures. OK. Alors, quelqu'un propose? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. J'appuie. Richard Perron. Au point 6, donc, lecture de la correspondance 6.1, municipalité de Saint-Siméon, problématique de droit de passage à motoneige. Alors, la municipalité de Saint-Siméon nous ont fait parvenir justement une demande, en fait, d'appui. Ils ont des difficultés avec des propriétaires qui limitent ou ne veulent plus que les motoneiges, le sentier de motoneige passe sur leur terre.
évidemment, pour eux, c'est quand même un impact important au niveau économique parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun motoneige qui va sur le territoire. Et ils nous demandent une lettre d'appui pour pouvoir faire en sorte qu'éventuellement, ce problème-là se résolve peut-être par un niveau supérieur. Mais pour le moment, évidemment, comme je mentionne, c'est une difficulté majeure qu'ils rencontrent. C'est sûr que les sentiers de motoneige, c'est un peu partout à travers la province. Évidemment, si on passe sur des terrains privés, on est choyé à date ici, nous, c'est parce que les propriétaires acceptent volontiers que le sentier passe sur leur terrain. Sinon, ben, ça aurait des impacts quand même importants parce que on sait que la motoneige chez nous, c'est quand même au niveau économique, là, au niveau achalandage touristique, ça a un impact économique important. Voilà. L'idée, c'est vous avez le projet de lettre là, qui a été préparé. C'est vraiment pour signifier notre appui à la municipalité de Saint-Siméon. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Oui. Richard Perron. Au point 7, on est rendu à l'administration, adjudication pour le financement par biais d'un montant de 2 598 000, Monsieur le directeur général. Oui, alors on a procédé à plusieurs emprunts. Dans le fond, on avait le renouvellement de 2 règlements d'emprunt, là, un en 2013 et un en 2014, plus on avait plusieurs règlements depuis 2016 là, qui n'avaient pas été empruntés. Donc, on a procédé à l'ensemble des emprunts aujourd'hui, dans le fond. Et donc, toute l'information est envoyée au ministère des Finances. Donc, eux s'occupent de faire l'appel d'offres et après ça, ils nous disent c'est quelles institutions financières qui ont bidé pour nous financer et c'est lesquelles qui ont le meilleur taux. Donc, quand on regarde au niveau des résultats, l'institution financière qui nous offre le taux le plus bas, c'est Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. avec un coût de financement réel de 2,51916 %. En deuxième, on avait la financière Banque Nationale au taux de 2,52079 %. Et en troisième, on a les valeurs mobilières Desjardins qui avaient un taux de 2,6128. Donc, dans le fond, on fait la recommandation d'y aller avec valeurs mobilières, les banques laurentiennes qui nous offrent le taux d'intérêt le plus bas. Ça va? Vous avez fait la proposition, M. Gagné? Je le propose. Oui. Proposé par M. Gagné, appuyé par Oui. M. Richard Perron. 7.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 598 000 qui serait réalisé le 18 novembre 2019. Alors ça, c'est simplement une résolution là, pour permettre de faire l'arrimage au niveau des dates. Parce que dans le fond, on avait nos règlements d'emprunt qui se renouvelaient, se faisaient au mois de décembre, mais là, on va emprunter au mois de novembre. Donc, c'est simplement une résolution qui permet d'arrimer les règlements d'emprunt qui ne sont pas encore terminés avec les nouveaux qu'on va faire pour venir faire une concordance au niveau des dates. Donc, c'est simplement là, pour être capable de faire un pont et de venir dire, dans le fond, que là, les montants qu'on va ramasser dans le 13-295 puis dans le 14-301, là, on ne les dépensera pas, on va les garder en banque parce qu'ils vont servir après ça à payer une partie du refinancement qui était dû en décembre. Quelqu'un propose? Proposé par M. Richard Perron. Appuyé par Mme Chloé Bonnette. 7.3, offre de service, mallette, audit des états financiers consolidés de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean pour l'exercice financier 2019, ainsi que les organismes faisant partie du périmètre comptable, oui. Alors, on a eu une offre de service. Juste peut-être pour vous donner un aperçu, évidemment, les honoraires, le sommaire des honoraires et d'audit incluant les taxes de vente. Alors, avant taxe, c'est des honoraires de 14 500 $. Si on ajoute les taxes, ça fait un montant de 16 671 $. Pour les organismes contrôlés, on a la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean pour 8 000 $ plus les taxes. Pour le camping de l'Anse, c'est 2 700 $ également plus les taxes. Et le centre communautaire de la petite école, c'est 1 600 $ plus les taxes. Ce qui nous fait un montant global de 26 800. 800. Ouais. Excusez, je ne vois pas le montant. Là. Je sais Non, pas il n'est pas additionné. Voilà. Juste faire le j'ai calcul. juste faire, faut faire faire le ça. Calcule les deux. Là. 26 800. Donc, ce serait pour accepter cette offre de service.
Proposé. proposé par M. Je l'appuie. Thibault, appuyé par M. Anissette Gagné. Oui. Je voudrais juste faire une petite précision. Le montant est en haut de 25 000, donc au niveau là, de notre règlement de gestion contractuelle, on peut donner de gré à gré des montants entre 25 000 et 100 000. S'il y a des justificatifs, là, par exemple, au niveau de l'administration, l'expertise et tout ça. Et c'est vraiment ici là, pour des fins administratives, parce qu'on sait là, qu'au niveau des auditeurs actuellement, là, ils connaissent très bien l'historique au niveau de la municipalité, ils connaissent l'ensemble des dossiers, et on est vraiment borderline là, avec la notion là, de contrat de gré à gré. Donc, c'est pour ces raisons-là que ça a été suggéré d'y aller gré à gré, même si on était dans la tranche entre 25 000 et 100 000, ce qui est permis, là, comme je disais, par le contrat de gestion contractuelle. Ça vous va? Oui. Oui. OK. Alors, 7.4, entente avec le service conseil en rénovation patrimoniale. Monsieur le directeur général. Oui, alors on a eu une offre de service là, de ce qu'on appelle communément la SARP. Donc, quand on veut faire des travaux de rénovation, eux sont spécialisés là, dans tous les bâtiments qui sont patrimoniaux là, pour faire des suggestions et s'assurer d'avoir une certaine harmonie patrimoniale au niveau de la municipalité. Donc, dans le fond, eux nous ont présenté là, leur prix là, qu'ils offrent là, aux différentes municipalités lorsque vient le temps de faire des consultations. Donc, nous, on est dans la braquette là, entre 2 et 9 consultations sur une période de 3 ans. Donc, on parle d'un prix de 651 $ par résidence et de 1149 par commerce. Ensuite, on monte à 658 pour les résidences, 1160 en 2021 et on monte à 664 et 1172. Donc, ça ressemble un peu là, aux ententes qu'il y avait précédemment relativement à ça. C'est des prix là, qui sont avantageux là, pour les municipalités, donc c'est quand même intéressant pour nous de faire affaire avec eux. Par la suite, au niveau de la résolution, on est venu aussi respécifier un peu la méthode de fonctionnement là, que la municipalité faisait avec les services conseils de la SARP. Donc, je vais vous lire un petit peu là, les 3 paragraphes. Donc, on vient dire que dans le fond, la municipalité va participer à hauteur de 2/3 de la facture lorsque la SARP est recommandée à une personne qui reste au niveau du secteur patrimonial. Donc, si par exemple, il y a des travaux de rénovation d'une maison patrimoniale qui est faite à l'Anse-Saint-Jean dans un secteur patrimonial et que la municipalité veut ou recommande ou demande aux propriétaires de consulter la SARP pour s'assurer qu'effectivement on respecte l'ensemble des règles patrimoniales, la municipalité absorbe le 2/3 de la facture et il y a 1/3 de la facture qui est chargée au niveau du citoyen. Encore une fois, ça c'est vraiment sur les secteurs patrimoniaux, donc à partir du presbytère à aller jusqu'à la pointe là, au quai municipal. Et pour tous les autres citoyens qui demanderaient les conseils de la SARP, mais qui ne sont pas dans le PIA, dans le secteur patrimonial, ben eux, c'est à leur charge à 100% là, au niveau des services de la SARP. Ça vous va? Oui. Oui. Je vais le proposer. Ben, peut-être vérifier au niveau des petites maisons qui ont des constructions qui sont reconnues à l'extérieur de la zone. Là. Celles qui ont des petites pancartes vertes là, font partie, peut-être, elles aussi, oui, oui. de notre architecture patrimoniale. Dans Saint-Thomas. Est-ce que vous Saint-Thomas, l'autre est-ce que côté. vous voudriez considérer ces demeures-là? Ben, ils Dans sont le- déjà, dans le- Ils sont déjà dans la... inscrits, Ils sont déjà inscrits. C'est marqué dans ta résolution. OK, ils sont inscrits. Répertoriés comme base. Ah, OK, répertoriés, OK. Ensemble du territoire. Parfait. Ouais. OK, c'est ça qu'on parle. OK. Je vais C'est là proposer. proposé par M. Ouais. Éric Thibault, Appuyé. appuyé par M. Victor Boudreau. L'autre point, c'est le RREMQ, le REMEC, taux du volet de la cotisation déterminée 2020. J'imagine que c'est le régime, Oui, le régime de retraite. des employés. C'est toujours agréable de parler de régime de retraite, ça passionne tout le monde. Dans le fond, je vais essayer de vous expliquer ça, de vous vulgariser ça le plus possible. Dans le fond, un régime de retraite, il y a 2 sortes de régimes de retraite. Il y a un régime à prestation déterminée, un régime à cotisation déterminée. Prestation déterminée, c'est que je mets de l'argent dans le régime et quand je vais prendre ma retraite, le régime de retraite va me donner un montant fixe, puis je sais le montant qu'ils vont me donner, puis ils vont me donner ça jusqu'à temps que je décède. Cotisation déterminée, c'est que je mets de l'argent dans le régime, puis quand j'arrive pour prendre ma retraite, ben, je peux aller chercher tout le montant one shot, mais je vais avoir un montant fixe que je vais pouvoir aller chercher. Ils ne me payeront pas jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on a avec les régimes de retraite pour les employés municipaux du Québec, on a un volet à prestations déterminées. Et ils nous disent, dans le fond, que la cotisation au niveau de l'employé de 6,765 % de son salaire et pour l'employeur de 6,785 %.
Cependant, au niveau de la convention collective, on demande à ce que les employés de la municipalité cotisent à hauteur de 7,5 %. Donc, il y a un petit montant additionnel là, qui est cotisé par les gens à la municipalité. Donc, c'est simplement pour venir approuver de dire que ce montant additionnel-là, ça va aller dans une cotisation déterminée. Fait que l'argent, elle s'en va dans un pot, elle s'accumule, puis à la retraite de la personne, la personne peut aller chercher la totalité du pot, à transférer dans un REER ou peu importe. Donc, c'est juste pour autoriser la différence entre le 7,5 et le 6,765 qui est pour aller là, dans un régime à cotisation déterminée pour l'année 2020. C'est clair? Je propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 7.6, nomination d'une deuxième personne au niveau du conseil pour signature des chèques et effets bancaires. Alors, c'est pour, actuellement, c'est le maire, c'est moi avec le directeur général. C'est sûr qu'il peut arriver à un moment donné que je m'absente pour toutes sortes de raisons. Comme là, dernièrement, je suis allé à l'extérieur. Alors, ce serait pour nommer une deuxième personne du conseil pour signer les chèques en cas où je serais absent. Je proposerais M. Richard Perron parce qu'il est quand même près de la municipalité, puis évidemment, ça permettrait peut-être à un moment donné de répondre rapidement si jamais il y avait des besoins. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.7, mandat de représentation pour les petites créances dans le dossier 150-32-701 021-194. Monsieur le directeur général. Oui, alors, comme ça arrive souvent, là, parfois on a des dossiers aux petites créances et pour ce dossier-là, on recommandait là, de mandater Mme Annick Boudreau là, pour représenter la municipalité au niveau du dossier et faire là, la gestion des témoins et tout ça. Alors, quelqu'un propose? Moi, je propose Mme Annick Boudreau. Le seul questionnement que j'avais, c'est est-ce que Mme Boudreau sera aidée de notre avocat, de notre... Au niveau de la Cour des Parce petites qu'on est en créances, cours, hein. on peut demander des conseils à notre avocat, mais comme on est à la petite créance, les avocats ne peuvent pas nous représenter et ne peuvent pas s'impliquer directement au niveau du dossier. Mais ils peuvent aider à la préparation. Oui, c'est ça. On peut avoir certaines consultations, conseiller. certaines orientations. Je ne doute pas des compétences de Mme Boudreau, mais c'est juste qu'on est à la Cour des petites créances. C'est beau. Alors, vous en faites la proposition, M. Gagné? Oui, je l'ai proposé, oui. Appuyé par M. Yvan Côté. 7.8, appui à la MRC du Fjord du Saguenay dans le cadre de son plan de développement de transport durable. Alors, évidemment, la MRC a déjà réalisé un plan de développement au niveau du transport il y a quelques années. Elle souhaite se doter d'un plan de développement de transport durable afin de mettre en lumière la situation du transport et d'établir sa stratégie de déploiement sur le territoire. Alors, c'est vraiment une mise à niveau là, de plan. On sait que de plus en plus de municipalités sur le territoire de la MRC demandent aussi d'offrir des services à leur population. Nous, ici à Lens, on offre le service déjà quand même depuis 2000, c'est ça? Oui. Transport adapté et transport collectif. Alors, ça serait pour donner un appui à la MRC. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. On s'est rendu au point 8, travaux publics. 8.1, programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration. M. le directeur général. Oui, alors, comme à chaque année, là, on fait affaire avec l'MTQ là, pour plusieurs projets là, de subventions et d'aide financière là, pour différentes interventions au niveau du réseau routier municipal. Donc, à chaque fois là, qu'on reçoit une subvention, on doit venir signifier au ministère qu'effectivement, là, on a fait les travaux là, qui étaient reliés là, par rapport à ces subventions-là. Donc, ça, c'est au niveau des projets particuliers d'amélioration là, qui touchent les subventions au niveau des députés. Donc, on a fait les travaux et c'est simplement là, pour venir les approuver. Pour dire qu'effectivement, ils ont été faits. C'est beau. Vous en faites la proposition, M. Gagné? Oui, je la propose. Appuyé par M. Victor Boudreau. Chemin de tolérance 8.2, 2019, les chemins de tolérance 2019-2020, le directeur général. Oui, alors, suite à notre nouveau règlement sur les chemins de tolérance qu'on a adopté l'année passée, maintenant, à chaque année, on vient signifier c'est lequel chemin de tolérance, est-ce qu'on, quel chemin privé est-ce qu'on accepte de reconnaître comme chemin de tolérance.
Donc, si je vous fais la lecture rapide des noms, donc on parle du chemin des Malaises, le chemin des Pins, le chemin des Cascades, chemin Riviera et du Domaine, la rue Côté, le chemin Bonentente, la rue des Cimes, la rue des Cévennes, la rue de Lozère, le chemin de Vébron et chemin du Boisé. Ça va? Quelqu'un fait la proposition? Je propose. Monsieur Victor Boudreau, appuyé par M. Anicette Gagné. Oui. Au point 9, urbanisme, donc 9.1, demande d'agrandissement de la résidence 13 rue de Villefort, pardon, M. Sébastien Savard et Mme Catherine Bélanger. C'est le directeur général. Oui, alors, c'est au 13 rue de Villefort. Dans le fond, le propriétaire veut faire une petite rallonge. portique, là. si Moi, je c'est comprends. ça, une sorte de portique, là, de petite rallonge là, derrière sa maison. Si je regarde un petit peu les plans, là, ça a l'air de faire peut-être un 2 mètres par 3,55. Ça rentre là, au niveau de son terrain, ça respecte les marges et on a une recommandation positive du CCU là, pour aller de l'avant. Excellent. Donc, Oui. quelqu'un a fait la proposition? On propose. M. Champagnon, appuyé par M. Yvan Côté. 9.2, demande d'affichage de transport adapté. On va reporter ce point-là parce qu'on n'a pas eu comme tel de plan de l'affiche, donc on va le reporter à une prochaine réunion. 9.3, évaluation du sondage des toits de taux. Vous vous souvenez qu'on avait déjà mentionné que, parce qu'on a des demandes à l'occasion pour des toits de taux, on avait mentionné qu'on ferait un sondage. Alors, le CCU, c'est bien ça, vous avez fait un sondage, monsieur? Oui, c'est en j'aimerais fait. ça que vous nous en présentiez le contenu. Oui, en fait, pour faire peut-être assez rapidement, je vais faire en quelques lignes là, le suivi. C'est que en décembre l'an dernier, plusieurs propriétaires sont venus nous rencontrer ici à l'Assemblée publique. Puis ils ont manifesté, ils l'avaient manifesté déjà, l'intérêt peut-être soit dans une rénovation ou dans une construction d'installer des toits avec de la tôle pré-peint sur leur maison ou leur construction. Donc, on trouvait que l'idée était quand même bonne, mais étant donné que c'est dans 3 PIA de la municipalité, parce qu'on a décidé de faire le sondage et de l'étendre à la fois au PIA du secteur du Mont-Édouard, de Valence et du Faubourg du Fjord. C'est ça? À Valence, c'était déjà permis. C'est ça, il était déjà permis. Alors, on a procédé par sondage. Mme Annick et Mme Sabrina ont envoyé des lettres papier et le retour, on a eu au-delà de 130 réponses. Et puis, la majorité sont en faveur de l'utilisation, de la rénovation avec de la tôle. Donc, c'est plus écologique, c'est plus durable. Ça se recycle mieux que du papier bardeau d'asphalte. Donc, normalement, on devrait aller de l'avant pour modifier peut-être notre règlement pour permettre dorénavant ce type de construction-là, ce type de rénovation-là. Ouais. Okay. Les détails vont venir. Alors, c'est un résultat intéressant. Ça nous permet au moins de nous donner certains guides là, pour pouvoir... ça répond aux besoins aussi des propriétaires. Donc, ils l'avaient demandé. D'autant plus que dans le secteur du Mont-Édouard, les constructions commencent à dater d'un certain temps, puis dans le faubourg du Fjord aussi. Donc, il y a des rénovations qui sont proches de se faire. Fait que si les gens veulent rénover en tôle, ils vont pouvoir le faire. OK. C'est un dépôt? Oui, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Alors, merci de l'information. Au point 10, sécurité publique, 10.1, adoption du plan de mesures d'urgence de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et nomination du directeur de mesures d'urgence. En collaboration avec la MRC, parce que vous savez que le ministère de la Sécurité publique demande aux municipalités d'adopter un plan de mesures d'urgence. Alors, on avait quand même des délais par rapport à ça. On a, comme je mentionnais, avec la MRC, préparé un plan de mesures d'urgence par municipalité. Il s'agit, après ça, dans chacune des municipalités, d'inclure là, les noms des personnes qui font partie de la municipalité, qui ont certaines responsabilités à l'intérieur du plan. Je n'ai pas le document ici, là, mais c'est un document qui est volumineux. 374 pages. 374 pages. Alors, on va vous demander de le lire et de le prendre par cœur. On va en prendre le bout. Là, ce soir, d'abord, c'est pour adopter le plan des mesures d'urgence, premièrement. Deuxièmement, dans la même résolution, c'est pour nommer le directeur général comme coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité de l'Anse-Saint-Jean.
Donc, ça vous va? Oui. Vous en avez, d'ailleurs, vous avez vu le document, Oui. on ne l'a pas fait lire, mais on vous l'a montré. Alors, c'est le directeur général qui va être responsable là, de ce plan-là. Donc, M. Perron, vous en faites la proposition? Oui. Oui. Appuyé par M. Victor Boudreau. Et en cas d'absence, ben, c'est Madame Annick Boudreau, qui est directrice générale adjointe, là, qui va Tout fait, remplacer. ouais. 11, on s'est rendu loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, c'est la petite école, en fait, qui demande de la réfection de l'escalier de secours du centre culturel Le Presbytère. Je sais qu'on avait déjà fait faire des plans pour la sortie ou l'issue du secours du presbytère pour le 2e étage. Pour le moment, on n'avait pas donné suite. Alors, il y a une demande du conseil de la petite école. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord ressortir les plans parce que ça date déjà au moins de 2 ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et on va faire aussi une évaluation des coûts. On verra aussi avec le budget comment on va pouvoir aller de l'avant dans ce dossier-là. Donc, c'est tout simplement pour dire qu'on va demander à la direction générale et son équipe là, de nous faire une évaluation des coûts. On reviendra au conseil. Ça vous va? Simplement Oui. pour ajouter que c'est ce qui manque, en fait, Oui. pour avoir accès pleinement à l'entièreté du presbytère. Donc, c'est Utiliser. et l'utiliser, là, éventuellement, pour le développer le 2e étage. Fait que c'est de là que ça vient. On va continuer On de. peut ajouter à ce sujet qu'il y a eu une rencontre entre le comité culturel du presbytère et le CA de la petite école. Oui. Et on va donner suite à ces projets-là au sein du conseil d'administration de la petite école. Mais auparavant, avant d'aller de l'avant, il faut passer par ici le conseil municipal. Excellent. Ça va? Oui. 11.2, donc on a aussi une demande de droit de passage du club de motoneige du Fjord. C'est que le club de motoneige du Fjord emprunte une partie des terrains qui appartiennent à la municipalité, particulièrement dans le chemin d'accès de la ZEC. Ouais, le bout du portage. Il y a 2 Portage. km, 2-3 km. Bon, il y a 3 quelques kilomètres. 3 À partir quelques des kilomètres. du Côte-Adelia. Ouais. Le problème qu'ils ont là, ben, ils ont donné une contravention à un client que là, lui est revenu contre eux autres. La Sûreté du Québec a dit, ben là, vu qu'eux autres ils utilisent un terrain qu'ils n'ont pas eu l'autorisation d'utiliser, c'est pour ça qu'ils demandent OK. là, une résolution d'utiliser notre terrain. Ouais. À partir de là, ils vont être les. Alors, comme municipalité, c'est pour leur donner l'accès ou l'autorisation, d'utiliser le droit de passage sur cette partie-là. Ça leur donne tous les droits après C'est ça ça. au niveau de la sécurité. Alors, quelqu'un propose, On va le proposer. proposé par M. Yvan Côté, J'appuie. M. Anicette Gagné. Maison des jeunes du Bas-Saguenay, politique d'aide aux projets structurants pour améliorer le milieu de vie. On a une demande d'aide de la Maison des jeunes, comme à chaque année. Nous, actuellement, on est en préparation budgétaire. Alors, oui, la demande va être considérée, évaluée lors de la préparation budgétaire. Évidemment, on a quand même un ensemble de demandes et un budget qui est quand même aussi correspondant ou qui est limité. Dans ce cas-là, on demandait, dans le cadre de politique d'aide aux projets structurants, ça a été modifié un peu il y a l'an passé. Donc, c'est toujours possible d'aller dans ce volet-là, mais on verra aussi les disponibilités. Donc, ce n'est pas un refus, c'est tout simplement reporté dans le cadre du budget 2020. Ça vous va? Oui. Oui. 11.4, donc, appel de projet du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités plein air 2018-2021. Un long titre, M. le directeur général? Oui, c'est un long titre. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Dans le fond, c'est qu'on va avoir l'autorisation de déposer dans le projet au niveau là, du MELS pour les sentiers, les sites de pratique d'activités de plein air. Dans le fond, l'année passée, on avait déposé pour refaire le belvédère du Mille et le sentier Pierre-Lavoie. Donc, on a eu l'autorisation. Les travaux vont se faire l'année prochaine.
Et on veut aussi déposer un nouveau projet dans ce cadre-là pour la piste cyclable. Donc, on parle là, de faire une réflexion, là, revoir l'aménagement là, à partir du kiosque d'information touristique là, jusqu'au pont couvert. Et aussi, on a un pont là, qui a quelques difficultés là, au niveau de la piste cyclable. On a un endroit là, où est-ce que la rivière est en train de manger aussi une partie de la piste cyclable. D'ailleurs, on l'a fermé une partie de l'été relativement à tout ça. Donc, on parle d'un projet, on peut aller jusqu'à un maximum de 150 000 $ en termes de subvention. Et c'est 80% subventionné, 20% portion municipale. Donc, c'est quand même un programme qui est très intéressant. Ça pourrait nous donner un coup de main là, pour refaire une beauté à notre piste cyclable. Je vais le proposer. Proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé par Oui. M. Richard Perron. 11.5, on serait rendu au réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est tout simplement pour vous informer que la bibliothèque de Lens-Saint-Jean s'est vue décerner le méritage développement et circulation des collections. Je vais laisser le soin à Mme Chloé Bonnette, qui est quand même conseillère responsable de bibliothèque, de nous en dire un peu plus. Ben oui, en fait, c'était dans le cadre du lancement annuel là, du réseau Biblio. Il y a toujours une activité avec un salon de l'animation. Ils présentent les nouveautés surtout en termes de prêt en ligne, hein, parce qu'on sait que tout ce pan-là est très important dans le réseau Biblio. Puis il y a beaucoup d'accompagnement fait à nos bénévoles. Et dans la même journée, on remet là, les mérites. Donc, encore une fois, la municipalité de Lens-Saint-Jean et sa bibliothèque se distinguent là, dans la catégorie que M. Martel a dit. Et c'est Mme Germaine Boudreau qui est allée chercher le prix pour la bibliothèque de Lens-Saint-Jean. Donc, je félicite vraiment encore une fois nos bénévoles de la bibliothèque et Mme Boudreau là, à la tête de ce groupe-là. Là. Très beau travail. Vous en faites une motion de Je félicitations? vais en faire une motion de félicitations, certainement. Merci beaucoup. Merci. Alors, au point 12, Varion, on n'a aucun point à rajouter. On s'est rendu au point 13, qui est le rapport des comités et informations. Alors, je demanderais à M. Victor Boudreau si les sujets que vous voulez nous faire part. Oui, j'ai assisté à une réunion le 24 du bassin versant. Le sujet principal, c'était les faux septiques. On sait que plusieurs résidences en Saint-Jean qui ne sont pas collectés sur le réseau d'égout, chemin Pyrénées, puis Saint-Thomas, puis même Saint-Jean-Baptiste, puis la Villégiature, puis au lac de la Souris. Puis il y a une loi du gouvernement qui dit que lorsqu'on a une fosse septique, vous êtes obligé par la loi de la vidanger à tous les 2 ans. Moi, j'ai toujours pensé qu'une fosse septique pour être libre de faire ce qu'on voulait. Puis il nous a expliqué que c'était important pour la personne qui a... Mettons que vous achetez une maison avec une fosse septique. Si vous ne la faites pas vider tous les 2 ans, mettons que vous arrivez au bout d'une dizaine d'années pour vendre votre maison. Ben, vous dites, je l'ai fait vider tous les 4-5 ans. L'acheteur peut vous exiger que vous fassiez votre fosse septique vu que vous ne l'avez pas fait vider à tous les 2 ans, puis il peut y avoir du solide qui a été dans le champ d'épuration, puis... Eux autres, ils nous ont expliqué que c'était un investissement de faire vider sa fosse septique à tous les 2 ans. Quand vous soyez une personne ou deux, c'est dans la loi, puis normalement, vous êtes obligé de les faire vidanger. Même nous autres, la municipalité, on en avait déjà parlé d'ailleurs de prendre ça peut-être, mais la MRC là-dedans, ils sont venus nous expliquer que peut-être eux autres, ils allaient s'en occuper, puis tout ça, là. En tout cas, c'est en processus, mais c'était pour avertir le monde qui ont des fosses septiques que c'est obligatoire de le faire vidanger. Il y a un autre sujet aussi, le dépôt sec. C'est pour avertir la population que le dépôt sec est ouvert tous les vendredis après-midi de 1h à 4h et le samedi avant-midi de 9h à midi. Donc, vous avez une demi-journée de plus pour aller porter vos affaires. Puis même de ça, c'est même surprenant. Il y a beaucoup de monde le vendredi qui sont déjà habitués. Puis, il y a du monde que le samedi, c'est pas toujours avantageux. Puis, ils veulent avoir les fins de semaine. Ça fait que le vendredi après-midi, ça fait les affaires. Puis, c'est toujours la même chose. Essayer de démêler le plus possible, puis de compacter le plus possible. Vous arrivez avec une grosse armoire. S'il n'y a pas d'effet, ça va dans le bac. Puis, des fois, ça fait haut, puis il n'y a pas grand-chose dedans. Nous autres, on le fait compacter, mais autant que possible,
lorsque c'est gros, lorsque vous avez la possibilité de le démancher, vous le démanchez, puis vous l'amenez, puis vous le tirez dans le bac. Puis de démêler le fer avec le bois et le plastique. Merci beaucoup. Merci, M. Boudreau, toujours pertinent. C'est des informations quand même importantes, comme pour les fosses septiques. Tu sais, moi-même, je ne savais pas, là, j'ai une fosse septique, je ne savais pas qu'à tous les 2 ans, il fallait... je le fais, là, mais tu sais, pas des fois, ça peut aller à 3 ans. Fait que Ils ont tout expliqué ça. Ils ont dit que c'était vraiment, vraiment important. Puis c'était un investissement. Une fosse optique, aujourd'hui, c'est rendu à 10 puis 15 000 Ouais, ça veut dire que si au bout de 5 ans, vous n'avez pas de faire vidanger, puis le solide bloque le champ d'épuration, vous êtes obligé de la faire refaire. Là, puis, c'est des coûts. Ça va, M. Perron? Oui, je vais parler du colloque touristique qui a eu lieu samedi dernier, le 26 octobre, où une quarantaine de personnes ont participé, principalement les hébergeurs, les restaurants, en tout cas toutes les entreprises touristiques ici à l'Anse-Saint-Jean. Et il y avait des ateliers pendant toute la journée. Principalement, on a parlé du comité touristique, on a parlé de marketing et promotion, on a parlé d'infrastructures aussi au niveau de la municipalité pour le tourisme. Environnement et développement durable aussi ont été à l'ordre du jour. Et je pense que ça a été une journée quand même bien remplie. On a des confrères qui ont participé, là, Anicette, Chloé et Yvan qui ont participé, ainsi que M. le maire. Et naturellement, ben, on est en train de mettre tout ça en rapport là, pour pouvoir regarder les plans d'action suite à ce colloque touristique pour voir à l'avenir qu'est-ce qu'on va faire là, pour soit bien recevoir nos touristes, etc., etc. Et on va faire, si je me rappelle bien, la date, c'est le 5 décembre. On va faire un retour à la population pour vous mentionner qu'est-ce qui est ressorti de ce colloque-là, les grandes lignes principales. Et à ce moment-là, le 5 décembre, là, on vous informera à quelle heure et à quel endroit on va vous présenter là, le compte-rendu de ce colloque. Merci. 18h30. Pardon? 18h30 le 5 décembre. 18h30. À la rassembleuse. À la rassembleuse. Merci, Anicette. Mon deuxième sujet, rapidement, je voulais parler du pré-festival des fours à pain qui a eu lieu le 12 octobre en même temps que le symposium. Donc, on avait un artisan qui était au Mont-Édouard qui faisait déguster des pizzas, principalement. Et on avait au presbytère M. Jean-Guy Lavoie qui faisait la construction d'un four à pain qui va se poursuivre le printemps prochain. Donc, ça s'est bien déroulé. Notre artisan boulanger avait préparé 70 pizzas et il en a manqué. Donc, c'est bon signe. Et on a aussi eu une très belle couverture pour les gens qui ont pu regarder Radio-Canada aux nouvelles le soir même à 18h et le matin aussi à la radio. Donc, on a eu une très belle couverture. Donc, ça promet pour l'an prochain. Et pour l'an prochain, naturellement, ben, on veut vraiment mettre la main à la pâte. Oh. Pour le Festival des fours à pain. Et pour faire un parcours gourmand, on aimerait avoir entre 5 et 10 fours à pain là, répartis dans la municipalité où les gens pourraient se promener d'un four à pain à l'autre avec de l'animation et déguster différents mets. Donc, on a déjà des gens qui sont intéressés à participer. Et puis, s'il y a des gens dans la population qui veulent participer, bien, vous me contactez et ça nous fera plaisir de vous inclure là, dans notre parcours gourmand. Merci. Merci. C'est un beau patrimoine. Hein? On a au-delà de 42 fours à pain à l'Anse-Saint-Jean. Peut-être 43, mais je vais en construire. Il y en a un qui est en construction. 44 avec lui du presbytère. Moi, je voudrais lever mon chapeau au comité touristique. Vraiment, une autre motion de félicitations. Là, vous faites un beau travail. Comité touristique, le colloque était bien organisé. On a eu un excellent repas et effectivement, le pré-festival des fours à pain était une très belle vitrine pour, je pense, un avenir prometteur pour ça. Fait que bravo. Merci. Bravo. Merci. C'est intéressant, en tout cas, de développer ce genre de festival-là à l'intérieur de Lens. C'est ressorti aussi dans le colloque touristique d'avoir des événements qui vont venir s'imbriquer dans différentes périodes un peu moins achalandées pour créer un effet d'animation toute l'année. Toute là, exact. C'est ressorti, fait que bravo. Merci. Merci. Alors, je passerai la parole à Éric. Oui, je vais vous donner quelques petits renseignements. D'abord, pour notre système de transport.
Alors, Oui. j'ai eu des appels parce que il y a eu des transports qui ont dû être annulés. Et puis, après vérification, il y a un rappel à faire important, c'est que pour le transport adapté, on parle de transport adapté parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'un transport étant donné qu'ils souffrent soit d'un handicap physique ou intellectuel. Et puis, pour les conditions d'admissibilité passent par un billet médical. Ça peut être aussi des personnes âgées qui ont des restrictions au niveau des déplacements. Si ma mémoire est bonne, on parle de 60 mètres. Ne pas être capable de se déplacer sur cette distance-là de façon continue ou encore les escaliers. Donc, faire la demande au médecin pour avoir un billet, pour être capable d'être inclus dans l'adapté, parce que l'adapté permet, entre autres, un transport qui est disponible toujours sur les heures où le transport se déplace. Donc, sinon, s'il n'y a pas de personnes adaptées dans le véhicule, ben, les règles du ministère des Transports, du MTQ, empêchent le collectif les déplacements au niveau du collectif. Donc, sans personnes adaptées, on ne peut pas, évidemment, permettre le transport collectif de se faire. C'est des règles gouvernementales, puis on ne peut pas déroger parce que, vous en avez parlé tout à l'heure, on est régi quand même par des lois qui sont strictes. Puis, c'est pas facile de faire un contrôle, c'est pas facile non plus d'arriver à dire des noms des fois, puis d'annuler des transports dans ce cas-là. Donc, et puis, souvent aussi, il y a des gens qui peuvent souffrir d'une maladie. On sait que présentement, les maladies demandent des fois des soins qui sont vers des hôpitaux. Donc, dans ce moment-là, on demande un médecin un billet, puis on peut avoir accès à ce transport-là. Peut-être au niveau des petites statistiques rapides, parce que c'est quand même un transport qui est actif. Donc, lorsqu'on parle de déplacement au niveau du transport adapté collectif pour le mois de juillet, on a parlé d'un total de 313 déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la municipalité, vers le Bas-Saguenay, vers la ville. On parle de 137 dans le collectif et 176 pour l'adapté. Donc, c'est presque moitié-moitié. Les statistiques au niveau du mois d'août, on parlait de 331 déplacements. La même affaire, c'est 150 collectifs et 182 adaptés. Et puis, quand on arrive au mois de septembre, ben, c'est là que les activités recommencent. Et puis, il y a toujours le transport de la jeunesse vers la maison des jeunes. Donc, on parle de 519 déplacements. Donc, ça fait quand même beaucoup de déplacements. Pour qu'on ait à comptabiliser un déplacement, il faut qu'il y ait un usager qui utilise le transport. Donc, c'est quand même un transport actif si on regarde sur une période de 30 jours. 519 déplacements, ça fait une bonne moyenne de personnes. Ça fait 15 par jour. Ben oui, exactement, en moyenne. Sur 30 jours. Sur 30 jours, c'est quand même assez important. Puis, pour regarder un peu plus dans les détails, il y a le site web du transport adapté et collectif du Fjord qui est bien conçu. Il y a l'historique là-dessus. On parle de 2000, bon, après ça. Donc, toutes les choses sont là. Si jamais vous avez des questions, sinon vous appelez au transport. Donc, je pense qu'il y a un bon service à ce niveau-là. C'est un excellent service pour les citoyens. Là, Mais on essaie de le dynamiser. On essaie de trouver des solutions. On a commandé un véhicule moins énergivore, plus petit, pour répondre plus aux besoins locaux. On fait ce qu'on peut. Non, c'est excellent service, vraiment. Là. Alors, vous utilisez tant que vous pouvez. Je vais peut-être aussi en profiter pour faire le bilan de la pêche. Oui. Alors, pour pêche au saumon? La pêche au saumon, parce qu'il y a la ZECFaune, la pêche à la truite aussi. Mon collègue, lui, siège plutôt sur la ZECFaune. Donc, on parle, pour l'été 2019, de 582 jours pêche. Donc, c'est pas peu dire quand on sait que les retombées économiques sont... Les pêcheurs au saumon dépensent beaucoup dans leur milieu quand ils viennent sur place. C'est une augmentation de 40 jours pêche par rapport à l'année dernière. Les poissons étaient quand même au rendez-vous. On parle parce qu'il y avait eu une barrière de comptage qui avait été installée un peu en haut de l'ancienne écluse. Puis, on parle de 120 saumons comptabilisés. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont passé peut-être en surplus, puis on n'a pas pu les détecter comme il faut. Mais quand même aussi le retour de la truite de mer, 261 truites, 263 truites, des grosses truites. Il y a eu des aménagements qui ont été faits un peu dans le ruisseau qu'on appelle le ruisseau du lac Bédine, puis des endroits pour des frayères.
La truite de mer, on la voit pas beaucoup parce qu'elle se cache dans les tributaires quand l'eau est froide. Elle ne trouve pas. Il la trouve pas, mais là, on l'a vu. Je vous ai On montré, a- ouais. ouais. Puis plusieurs autres espèces, en tout cas de l'anguille. Puis c'est quand même intéressant. Donc, le nombre de captures, on parle de 74 captures, dont 11 petits saumons des grilles qui ont été gardés. OK. C'est quand même une année. C'est une bonne année. C'est une bonne année. On travaille pour protéger la ressource. Il y a des travaux qui sont censés se faire sur le ruisseau Patrice Fortin pour améliorer la situation parce que les saumons se ramassent là durant l'été quand il fait trop chaud puis l'eau devient trop basse. Ils vont s'oxygéner. Ils ont besoin de fraîche. Tu sais, tout à l'heure, vous avez parlé de 582 jours pêche. Si on fait une moyenne de 200 de dépenses, là, on est quand même à 120 000 à peu près de revenus ou de, tu sais, d'investissement De dans le retombées milieu. économiques dans le milieu. Retombées économiques Dans le milieu. Puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Puis on a trouvé une façon de rentabiliser davantage les travaux parce qu'il y a beaucoup de subventions à aller chercher là-dedans. Fait qu'on travaille en collaboration avec les pistes de vélo, la piste cyclable. Ça, Yvan va peut-être vous en parler des travaux qui ont été faits là-dessus. Merci, M. Thibault. Alors, je vais passer à M. Gagné. Anicette, est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter? Oui, hier, on vivait le brunch des bénévoles Oui. qui se répète à chaque année. C'est une activité fort importante pour tout simplement dire merci aux bénévoles pour leur implication. On calcule qu'il y a entre 200 et 250 bénévoles qui travaillent au sein je dirais, des 30 organismes et comités et qui consacrent des milliers d'heures de bénévolat pendant l'année. Et on se fait un devoir d'organiser ce brunch des bénévoles pour dire tout simplement merci. La formule cette année, c'était de rendre hommage à tous ces organismes-là, avec un montage qui avait été préparé par Anne Tremblay et Lisanne Boily. Et on le projetait, puis en même temps, on faisait une synthèse des faits saillants de chacun des organismes, qui caractérisait chacun des organismes. Entre autres, à titre d'exemple, pour être bien concret, les fermières de l'Anse-Saint-Jean existent depuis 1943. Hein? C'est de l'histoire. Les archives du Conseil de fabrique datent de plus de 150 ans. Alors, c'est un peu ces faits-là que nous rapportions hier, et ça a été très apprécié, puis on a eu une belle participation. Alors, encore une fois, ce soir, vous me permettrez de dire merci à ces généreux bénévoles Tout à fait. qui continuent d'œuvrer pour rendre l'Anse-Saint-Jean attrayant, rendre l'Anse-Saint-Jean merveilleux et rendre l'Anse-Saint-Jean agréable pour les jeunes familles qui viennent s'y installer. Voilà, merci. C'est très bien dit. Merci beaucoup. Madame Chloé Bonnette, est-ce que vous avez plusieurs sujets aussi? Oui, mais c'était très actif. En fait, ça fait peut-être un bout aussi. Je n'étais pas au dernier conseil municipal, donc je vais revenir un peu en arrière. On a présentement la politique familiale, celle qui a été adoptée au mois de mars. Mais là, on a le document tout frais, tout beau, sorti de l'imprimerie, et il est aussi disponible sur le site Internet de la municipalité. Donc, on a la version papier qu'on remet aux nouvelles familles dans les pochettes d'accueil des nouveaux arrivants. Action de la politique familiale. Et sinon, si vous en voulez une copie, mais il n'y en a pas beaucoup, là, mais on a une version en ligne aussi là, j'invite la population à la regarder parce qu'il y a des belles actions là-dedans. Notamment, en fait, je reviens aussi un petit peu en arrière parce que j'ai participé moi aussi au congrès de la Fédération des municipalités cet automne avec M. Martel et M. Thibault. Fait que j'avais participé à plusieurs ateliers, notamment sur l'implication des jeunes dans nos communautés, qui est un atelier super pertinent. Et avec la politique familiale, ben, on a des actions également là-dedans pour l'implication des jeunes. Donc, on est en train de regarder un petit peu là, comment on pourrait arrimer tout ça. Je pense qu'il y a des étoiles qui sont alignées également là-dessus. Fait qu'on va travailler avec la Maison des jeunes, puis l'école Fréchette et le comité famille notamment. Également, le 22 octobre, on a eu une rencontre du comité de pilotage pour le renouvellement de la politique MADA. Donc, j'annonce officiellement que les consultations vont être lancées au mois de novembre et au mois de décembre auprès de nos aînés pour renouveler le plan d'action de la politique MADA. Donc, c'est le premier renouvellement finalement parce que la municipalité avait sa politique MADA depuis 5 ans. Et là, on va consulter les personnes âgées.
Donc, il va y avoir une formule sondage qui va être distribuée. Les groupes communautaires vont être rencontrés d'ici la mi-décembre. Et après les fêtes, on va faire des focus group également. Donc, les organismes œuvrant auprès des personnes âgées vont être rencontrés et aussi des groupes témoins, on appelle de personnes âgées, pour approfondir un petit peu certains sujets. Ça peut être par rapport au transport, ça peut être par rapport à l'implication des personnes âgées dans leur communauté. Donc, et ça devrait mener finalement à la sortie d'un nouveau plan d'action au printemps. Donc, c'est vraiment les échéanciers. Fait que, et également, simplement pour dire qu'il y a aussi une ressource qui a été embauchée au niveau d'un agent communautaire auprès des aînés. Donc, ceux qui ont connu Mme Gabrielle Desrosiers, merci, M. Gagné. Mme Gabrielle avait quitté, puis une nouvelle ressource a été embauchée. Donc, c'est une très bonne nouvelle aussi pour les services à nos aînés. Là. C'est quelqu'un qui va se promener là, dans les résidences, puis aller voir nos aînés, puis assurer un suivi avec eux autres. Également, c'est ça, Anicette en a parlé un petit peu. On a eu une rencontre presbytère et CA de la petite école qui a très bien été. On aura des projets éventuellement pour ça. Il y a eu la rencontre d'information des eaux usées la semaine dernière où une cinquantaine de personnes ont participé. Cinquantaine de personnes ont participé. Honnêtement, c'est un dossier qui demande énormément de suivi de la part de notre équipe municipale. C'est une action qui est prioritaire à la municipalité. Puis pour le conseil municipal, c'est vraiment là, ce sur quoi on met, je dirais, la pédale de gaz à fond. C'est un dossier qui est complexe. Mais la présentation qu'on a eue, d'ailleurs, elle est sur YouTube. Elle a été filmée. Donc, ça démontre encore une fois toute la transparence de notre municipalité, vraiment. Là. Alors, je voulais féliciter. Encore une fois, c'est ma soirée émotion de félicitations. L'équipe municipale, dirigée par Jonathan Desbiens, Jérôme Durocher, notre directeur de développement Bernard, Annick, ils font un travail, honnêtement, là, de performance tout le temps. On est à jour, c'était clair, c'était concis. Pour un dossier aussi volumineux, aussi chargé en informations, bravo. Bravo de cette soirée-là. Puis j'invite tous les gens qui n'ont pas pu être présents à le regarder sur YouTube, vraiment. Là, toutes les informations sont là, sont claires. On avance dans ce dossier-là, malgré tout. Comme vous l'avez mentionné, c'est un dossier prioritaire à la municipalité. C'est le dossier numéro 1. On essaye de le faire avancer, progresser rapidement. Ça ne va pas toujours au rythme qu'on voudrait, mais quand même, je ne sais pas par manque d'effort, c'est tout simplement, comme vous l'avez mentionné, c'est un dossier complexe, il y a beaucoup d'intervenants. On pourra vous le donner, là, mais sur la chaîne de la municipalité, normalement, vous allez le retrouver. Là. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on a différents ministères, puis je l'ai déjà mentionné. On a un dossier où on a rajouté aussi, en plus de l'assainissement des eaux, la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste, qui va se faire en même temps que les travaux d'assainissement des eaux, les travaux qui vont se faire sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Pardon. Ça va, oui? Oui, j'ai pris la petite goutte là, qui était comme passée, j'ai avalé de l'air en même temps. Merci, Mme Chloé Bonnette. Monsieur Yvan, vous allez nous parler de la pêche blanche? Oui, je vais commencer par le colloque. J'étais colloque forestier qui se tenait le 24 octobre au Delta, Longueuil. Le sujet de l'heure, c'était vraiment le réchauffement de la planète. C'est quasiment comme ils disent, quasiment critique. Ils prévoient de site d'une cinquantaine d'années que la température va monter de 7,5 degrés. C'est beaucoup. Puis c'est plus accéléré qu'ils pensaient. Ils disent que c'est entre 500-600 fois plus vite que c'est censé qu'ils avaient prédit dans le temps. C'est l'impact que ça a là, ça a un impact sur les animaux. On voit que c'est qu'il y a beaucoup de chevreuils d'arriver cette heure-là. L'impact que ça a là, le chevreuil est arrivé avec des tiques qui transfèrent aux orignaux. Les orignaux, mais les autres, les orignaux, ils prétendent qu'ils vont commencer à être comme mal à l'aise un peu parce que la température va réchauffer. Puis les autres, avec le manteau de fourrure qu'ils ont là sur le dos, ils sont appelés à se tasser. C'est ça qui est ça. Puis après ça, ils disent qu'il faut s'adapter à beaucoup de changements. Là. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont disparues, qui ne voient plus. Les chauves-souris sont parties, puis tu as raison. Il y a toutes sortes. Il y a un impact. C'est quasiment quand tu vas là, ces affaires-là,
Ben, c'est pas épeurant, mais ça fait réfléchir, tu sais, ça fait réfléchir beaucoup. Ça des fois qu'on se dit, c'est pas là, c'est pas de suite, tu sais, puis on dit que dans une cinquantaine d'années, peut-être que moi, je serai pas là. Il y en a d'autres qui vont être là. Les impacts, ben, c'est ça. Après ça, ben, la pêche, ben, la ZEC, je vous parlais un peu de la ZEC truite. La ZEC truite, ben, on a fait une belle saison aussi. Je n'ai pas les chiffres comme Eric, je pourrais vous amener pour faire une réunion. On a fait une bonne saison. Il y a eu beaucoup de monde. Après ça, la chasse. La chasse, c'est une bonne récolte. Ah, la chasse, je ne sais pas trop ce qu'il y avait. Ces orignaux-là venaient toutes, là, mais c'est. Nous autres, pour un petit ZEC comme nous autres, normalement, on tue en 18 et 20 orignaux. Cette année, c'est les tué 34, je pense. Là. C'est sûr qu'on avait le doigt à tout. Mais quand tu vois ça à ZEC, présentement, je suis en train de faire de la trappe un peu, là, on dirait qu'il n'y a pas eu d'orignaux qui a été tué. Il y a des pistes partout, puis il y en a encore. Des fois qu'on dit, le monde nous dit, vous êtes en train de toutes les tuer, mais c'est pas le cas. Il en masse encore. Après ça, je vais vous parler un peu de la piste cyclable. On a parlé un peu tantôt. La piste cyclable, ben, on a fait un peu de travaux cet été là-dedans. On a le Beausoleil à piste cyclable au complet, parce qu'on a eu une bonne entente avec la ZEC Saumon. Pour eux autres, des fois, ils vont chercher des subventions, faire travailler leurs employés qui engagent. Fait qu'on a fait des petits gazebos, des petits fers là. Ça, Jonathan a parlé tantôt. On a trouvé, Bernard nous a trouvé un petit peu d'argent qu'on va faire. Là, on est en train de monter un projet. On va aller prendre des photos cette semaine, tout ce qu'il va y avoir à faire dans la piste cyclable, puis on va proposer ça au conseil. Puis la subvention est quand même intéressante, c'est du 80-20. Tu sais, veut dire, le chiffre est quand même 100 000. Ben, c'est le fun. Ben, c'est plaisant parce qu'on a des travaux à faire, parce qu'on a le pont à Chile-Boudreau là-bas qui est bon de réparation, puis c'est pas un petit pont. C'est un pont qui a 360 pieds, plus que ça, il y a au-dessus de 200 pieds de long. C'est un gros pont. Après ça, ben, on va continuer notre partenariat avec la ZEC. Après ça, c'est que je voulais parler. La ZEC, on va continuer encore la pêche blanche cette année. C'est nous qui va s'occuper encore de la pêche blanche sur le Saguenay. Il va y avoir une séance d'information le 24 novembre à 13h ici à la salle, la rassembleuse en bas. La salle n'est pas réservée encore, là, mais je vois. La rassembleuse? C'est pas la rassembleuse. La multifonctionnelle. La multifonctionnelle, oui. La rassembleuse, c'est la petite école. La petite école. Non, c'est ça. Après ça, c'est tout ce que j'avais. C'est beau? Peut-être, oui. M. Martel, avant de passer aux périodes de questions, là, pour revenir au club de motoneige, là, eux, ils vont avoir un document à se faire signer. Fait que j'aurais besoin d'ajouter là. Les deux signatures? Si Le maire un et des le directeur deux, général. là, ils peuvent signer, Ouais. là. Okay. C'est M. Martel. Oui. Parfait. C'est bon? Merci. Ben, merci. Beaucoup d'informations très pertinentes. Alors, juste peut-être un petit mot, moi, dernièrement. En fin de semaine, vous savez que tout le Québec a connu beaucoup de problèmes au niveau des vents, puis ça a causé beaucoup de dommages, particulièrement au niveau des pannes électriques. On en a eu à Lens, ça a été plus particulièrement le secteur Périgny. C'est un arbre qui est tombé sur les fils électriques. C'est arrivé vendredi en soirée. Puis le lendemain matin, la panne était réparée. Alors, on était quand même, disons, chanceux, épargnés dans toute cette série d'inconvénients-là. Parce qu'on regarde encore aujourd'hui, il parlait ce soir encore de 53 000 clients qui étaient privés d'électricité. Alors, on sympathise avec les gens là, qui ont été touchés. C'est quand même, surtout que s'il y en a pour qui ça fait déjà 3 ou 4 jours, là, on parle de 5 jours au total, parce qu'on pense qu'ils vont être établis demain en fin de journée seulement. Voilà. Alors, on s'est rendu à la période de questions du public. Oui. Peut-être, pour répondre à Mme Bienvenue, la rencontre, c'est rencontre publique sur le projet d'assainissement des eaux usées. Ouais. Sur le site. Sur le ouais. C'est ça. Je demanderais aussi, peut-être, M. Anissette, si c'est possible, tu sais, le petit documentaire ou les textes qui ont été préparés pour le brunch des bénévoles, si on pouvait l'inclure aussi sur le site de la municipalité. Ouais. Madame Annick, je vous confie ça. Je pense qu'il y a des belles informations là, de tous nos organismes. Fort intéressant. C'est bon? Alors, période de questions du public. Madame Lynn. Bonjour. Vous vous nommez? Lynn, oui, je m'appelle Lynn Morin, c'est écrit. Alors, je viens vous parler aujourd'hui en mon propre nom, en fait.
c'est que moi, personnellement, j'ai fait des études en développement durable appliqué. Le développement durable, c'est souvent associé à une action environnementaliste, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça en réalité. Le développement durable, c'est ce qui résulte des discussions entre le discours économique, culturel et environnemental. C'est vraiment le résultat de tout ça. Puis, mes enseignants à l'université, entre autres, il y avait M. Claude Villeneuve, parce que je savais que vous connaissiez M. Villeneuve, et aussi Mme Nicole Rubens. Ça, c'est deux sommités mondiales qui sont invitées dans des sommets internationaux pour participer aux discussions en termes de développement durable. Ma question aujourd'hui, c'était par rapport au projet GNL qui va avoir lieu, entre autres, qui va passer par le Saguenay. Spécifiquement par rapport à votre appui à ce projet-là. On a eu des rapports de scientifiques. Les scientifiques, d'habitude, leur rôle, c'est de différencier ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. On a d'habitude un état des faits avec les scientifiques. Puis on a eu aussi un rapport des économistes dernièrement. Puis je me suis posé la question, parce que moi, j'ai pas j'ai pas étudié en économie particulièrement. Puis j'ai dit, bon, je vais aller voir des gens qui pourraient peut-être m'éclairer. Puis j'ai parlé à Mme Nicole Rubens. Je lui ai demandé si les économistes étaient dignes de confiance. Puis elle m'a dit, oui, ils sont dignes de confiance. Elle m'a répondu en ces termes. Toutefois, évidemment, elle m'a dit, à ce stade, les calculs économiques sont encore des projections. Donc, le discours économique n'est pas encore celui qui est très valable présentement. Ce qu'elle a rajouté, c'est que pour moi, GNL, ce n'est pas de l'économie verte pour préparer un demain plus libre, plus juste, plus vert et plus responsable. Elle a dit que c'est un projet ancien qui fait comme si demain serait comme hier. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas habilitée à répondre à la question si c'est convenable que GNL puisse s'établir ici. Mais Nicole Rubens, elle a beaucoup plus de notoriété que moi, parce qu'elle a une discipline intellectuelle irréprochable, puis elle a un grand savoir sur le développement durable. En réalité, moi, ma question était, puis c'était un peu naïf comme question, parce que c'est vraiment une question, en fait, je me demandais quel expert vous aviez consulté, sur quoi vous vous basiez peut-être pour encourager le projet sur nos eaux. Fait que c'était ça ma question. Je ne suis pas un spécialiste non plus, on n'est pas des spécialistes, personne ici autour de la table. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on appuyait le projet dans la mesure où les grands projets, les 3 grands projets, passeraient l'étape du BAP. Le BAP, on sait que c'est un organisme qui donne un avis sur les projets comme celui-là. Puis il y a beaucoup de dossiers. On dit que l'organisme, le BAP, est quand même un organisme crédible qui va chercher les experts ou qui va pouvoir recevoir les avis des experts pour pouvoir prendre position puis dire oui, c'est un projet acceptable ou non acceptable. Okay. Donc nous, on n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas ce genre de spécialiste-là. Tout ce qu'on a, nous, tout ce qu'on veut comme région, c'est sûr qu'on garde l'aspect économique, on garde l'aspect environnemental et on tient à ce que l'aspect environnemental soit pris en compte. C'est pour ça que le BAP est là. Oui. Mais on garde aussi l'aspect économique d'une région. Puis on sait que la région, bien évidemment, au niveau économique, ça pourrait avoir un impact important. On sait que notre région aussi, on perd beaucoup de population à chaque année. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler en 1972, on était au-delà de 300 000, 314 000, je crois, de population au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 270, puis je me demande si c'est pas même un peu moins. C'est sûr que la région, là, il faut qu'on ait quelque chose d'attrayant. Il y a d'autres projets qui peuvent être très attrayants que uniquement ces grands projets-là, mais ça aussi, c'est un aspect, en tout cas, à prendre en considération.
je le répète, au niveau environnemental, nous, on souhaite que le BAP nous donne un éclairage pour pouvoir dire, ben oui, c'est un projet qu'on doit appuyer, continuer d'appuyer ou non. D'accord. Merci beaucoup. J'avais une autre question d'un autre sujet. Oui. Donc, je vais en profiter, c'est correct. Le village, il vit un problème de logement. Je voulais en parler aujourd'hui, tant qu'à être venue. Puis c'est pas un problème parce qu'il manque de logement, c'est vraiment un problème administratif. Ça fait... Mon cas à moi, c'est que je me cherche vraiment un logement. Il faut vraiment que j'aille un logement avec mes enfants, puis j'en trouve pas, puis ça fait vraiment là, plus qu'1 an et tout ça, parce que tous les logements qui sont tous là beaux sont avoués à Airbnb, qu'on connaît bien. Puis l'autre fois, j'entendais à la radio que Ville-Saguenay contrôlait très bien les Airbnb, les secteurs, puis demandait 250 $ par c'est ce que j'ai entendu à Radio-Canada, là, 250 $ par Airbnb pour administrer et tout ça. En tout cas, mais c'est que je me suis demandé si la municipalité elle avait un plan d'action. Parce que là, si une famille veut s'établir à Lens, puis qui n'est pas nécessairement habilitée à acheter, comme une famille comme moi, peut-être, là, seule et tout ça, bien, c'est pas trop possible parce que c'est un problème présentement. Je voulais savoir c'est quel plan de match ou comment en était la discussion par rapport à ça. On a une préoccupation à ce niveau-là. Je ne vous cacherai pas que ça fait partie de nos préoccupations. On a justement, lors du colloque sur le tourisme la semaine dernière, on avait le maire de Baie-Saint-Paul qui vit exactement les mêmes problèmes que nous. Comment conjuguer avec ça, c'est extrêmement pas nécessairement facile. Alors oui, c'est une préoccupation. On essaie de voir un peu qu'est-ce qui se fait dans d'autres municipalités qui nous ressemblent un peu plus. Puis d'un autre côté, on veut aussi continuer d'être une municipalité touristique pour continuer d'apporter de l'économie dans le milieu de la municipalité. Alors, on y réfléchit, mais on n'a pas encore de plan d'action. Ce que M. le maire de Baie-Saint-Paul disait aussi, c'est que présentement, le ministère lui-même ne s'est même pas positionné, n'a même pas fixé un cadre clair. Fait qu'on attend aussi de voir la position du ministère, mais effectivement, lors du colloque touristique, puis on a hâte de voir le 5 décembre qu'est-ce qui en ressort. Je pense qu'il va y avoir des travaux de structuration puis de plan d'action à mettre en œuvre après ça. Mais ça a été beaucoup discuté, puis j'imagine que ça devrait ressortir. Il y a quelques idées qui étaient ressorties aussi des coopératives d'habitation, des choses comme ça. Fait qu'il y a des solutions, mais il manque encore un petit peu de fixage par rapport à ce que d'autres font, puis le ministère lui-même, là... Ben, c'est complexe. Nous autres, on va partir, c'est ça qui va arriver, c'est peut-être quand même important d'y penser. Il y a des HLM qui sont présentement vides. Les HLM, c'est pas abordable pour une personne comme moi. Il y en a présentement 6 qui sont... Oui, les HLM, c'est pas pour des personnes comme moi. Monoparentales avec des enfants, c'est pas pour ça, c'est pour des personnes qui sont sur l'aide sociale, qui travaillent pas. Ça peut pas, moi, ça peut pas, c'est trop cher pour moi des HLM. C'est pour ça que je dois partir de là. Fait que je sais pas... En plus que je sais que les municipalités doivent gérer les déficits des HLM, il faudrait s'en mêler un peu plus. Je sais pas trop, là, tout ça. Là. On peut pas s'en mêler. Mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vraiment pas abordable pour une personne comme moi, les HLM, là. Fait que... Je pensais que les critères au niveau du HLM, c'était justement ça, les familles monoparentales. Finalement, non. Non, parce que c'est astronomique là, comme coût que moi. Là. C'est pas un pourcentage du salaire qui est prélevé? Ben, c'est un pourcentage du salaire de moi, de tous mes enfants, de tout, mais c'est pas calculé s'il n'y a pas un montant sécurisé, mettons, pour ma famille. Là. Fait que c'est un montant qu'il faudrait que je sécurise pour le nombre d'enfants que j'ai. En tout cas, c'est un autre calcul à voir, là. Mais c'est juste qu'il n'y a pas d'autres logements disponibles que ça. Fait que merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur le web? Non, j'en ai pas. Pas de questions? Alors, je demanderai une proposition pour la levée d'assemblée, M. Victor Boudreau. Merci beaucoup. À la prochaine.